Bonjour Nicolas Meillan. Bonjour. Est-ce qu'on n'exagère pas la menace chinoise sur les voitures électriques? J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ferme un peu les yeux, alors qu'on sait qu'il se prépare depuis longtemps. Quelques chiffres sur la Chine. Déjà 60% des voitures produites dans le monde sont fabriquées en Chine. Les Chinois n'ont jamais réussi à vendre une seule voiture en Europe. Aujourd'hui, c'est le deuxième fabricant de voitures vendues en Europe, voitures électriques. Et demain, probablement le premier devant l'Allemagne. Un chiffre qui sortait récemment, la Chine est devenue première... Tesla est un écran de fumée en fait. Tesla n'est pas un écran de fumée puisque Tesla fabrique en Chine. Ouais. Si aujourd'hui la Chine est le deuxième fabricant de voitures vendues en Europe, c'est parce que Tesla a une gigafactory de 1 million de voitures. Et que toutes les voitures vendues en Europe, Tesla Model 3Y, sont made in China. Ceux qui annoncent qu'on roulera tous chinois, donc avec la voiture électrique, n'exagèrent pas, si je suis. Est-ce qu'on ne veut pas inverser la charge et voir... est-ce qu'on ne peut pas, plus exactement, inverser la charge et voir, on vient de l'entendre avec William Li, qui dit donc 25% aujourd'hui de véhicules chinois en Chine, 40%, il espère en tous les cas que ce chiffre soit atteint assez rapidement. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un véritable Eldorado, même pour les constructeurs de véhicules électriques non chinois et en particulier européens? Pour vendre des voitures en Chine Alors c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. Tous les constructeurs automobiles européens sortent un par un du marché chinois. Parce que les Chinois, contrairement aux Français, ils sont patriotes. Donc ils achètent du chinois, et notamment BYD, qui est devenue la plus grande marque de fabrication de voitures électriques, devant Tesla. Donc là, il ne reste plus que Volkswagen en Chine. La part de marché de Volkswagen, qui était le plus grand constructeur automobile en Chine il y a 40 ans, c'est 2%. Donc dans quelques années, vous n'aurez plus de Chinois en Chine, sans aucun doute. Et en Europe... Alors, c'est pas que tout le monde va rouler en voiture électrique. On n'aura plus de Chinois en Chine, si, on n'aura plus d'Européens en Chine. Non, pardon, on n'aura plus de... Oui, Chinois en Chine, c'est pas pour demain. Plus d'Européens en Chine. Mais c'est pas qu'on va tous rouler en voiture électrique. Mais ce qui va se passer, si vous voulez, c'est qu'en Europe, grosso modo, on produisait 15 millions de voitures au total. Les constructeurs européens ont choisi de suivre Tesla et de fabriquer des gros tanks électriques qui correspondent à la demande des 5% les plus riches, donc ils en achètent, mais pas à la demande des 80% qui ont besoin d'une voiture électrique. C'est-à-dire qu'il y a eu un faux semblant sur le marché, c'est-à-dire que c'est là où il y avait les plus grosses marges et sans doute les plus gros, en tout cas le plus gros pouvoir d'achat, mais pas forcément le plus volumineux. Et puis surtout qui ne correspond pas aux besoins. Donc on s'est fait enfermer dans une voie sans issue par Tesla, qui était le premier constructeur qui a fait des voitures électriques à peu près jolies. Mais qui avait des très grosses batteries, et donc il commençait en fait à piquer des clients aux Allemands, notamment aux États-Unis, à BMW, à Mercedes, et donc les Allemands se sont dit attends, moi je vais faire encore plus gros, encore plus lourd, encore plus rapide, et c'est comme ça que toute l'industrie automobile européenne est partie sur du tank électrique, sachant que la législation en Europe encourage les voitures les plus lourdes. Comment s'est passé l'entrisme de l'Empire du Milieu pour rafler le marché européen? Alors, en fait, pour l'instant, c'est surtout des marques européennes qui fabriquent en Chine. Renault, la Dacia Spring, la voiture la plus vendue en France, est fabriquée en Chine. Tesla, marque américaine, Model 3, Model Y, fabriqué en Chine. Nicolas Meillan, ce que vous êtes en train de me dire, c'est en gros, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome Raffarin, Chirac-Raffarin, début des années 2000. On va en Chine essayer par tous les moyens d'arriver sur le marché chinois, au prix de faire du transfert de technologie. Et aujourd'hui, on paye ce transfert de technologie, c'est ça ? Non, parce qu'on n'est pas, on leur a pas donné beaucoup de technologie. C'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui contrôlent les batteries, c'est eux qui contrôlent la chaîne de valeur de batterie. Non, ce qui se passe, c'est que autour de nous, tout était fabriqué made in China, sauf les voitures, pour une simple raison, c'est que l'Europe était le marché le plus protectionniste au monde. On n'avait pas les barrières tarifaires dont rêvait Donald Trump, mais on avait une réglementation, notamment sur la pollution, les gaz d'échappement, et sur la sécurité active des voitures, le crash, qui fait que les Chinois, cette barrière technologique, ils n'avaient jamais réussi à la franchir. C'est pour ça que vous n'avez pas de voitures chinoises en Europe. Mais sauf que ces barrières, le pot d'échappement, vous le supprimez, elle saute. Et la sécurité active, quand vous avez une voiture électrique, c'est beaucoup plus facile à faire parce que le moteur est moins encombrant. Donc on a fait sauter toutes les barrières. Ce qu'est la sécurité active. La sécurité active, en fait, enfin la sécurité passive d'ailleurs, c'est quand vous avez un crash de voiture. Tout le monde se souvient, il y avait une vidéo qui se tournait avec un 4x4 chinois qui avait fait un crash et qui était en morceaux. Et donc on prépare la voiture. Moi, c'est là où j'ai commencé ma carrière. On dimensionne la voiture pour que quand vous prenez un mur à 70 km/h, vous vous cassez éventuellement le poignet, mais pas plus. Que doivent faire les Européens pour éviter d'être inondés ? Alors les Européens, ils sont coincés entre deux mastodontes. Donc les Chinois
qui ont 60% de production, qui ont un avantage coût certain, qui ont un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement des batteries, notamment des métaux comme le cobalt. Et de l'autre côté, vous avez les Américains qui, eux, se cachent plus et font du protectionnisme. Tout est contraire aux règles de l'OMC avec ce qu'ils appellent le Inflation Reduction Act, donc l'acte pour réduire l'inflation, mais qui est juste une façon d'encourager le Made in USA. Et donc, Biden a dit, si ta voiture est fabriquée aux États-Unis avec la batterie aux États-Unis, je te donne $7 500 et les autres, c'est rien. Et donc, en Europe, qu'est-ce qu'on doit faire ? La même chose, point barre. On donne des subventions à ce qui est fabriqué en Europe. J'irai un peu plus loin à ce qui est fabriqué pour nous en France. Puisque là, aujourd'hui, les bonus à l'achat à 6 000 € pour une voiture électrique, ça part où ? Ça part pour aider les Chinois. Puisque 80% des batteries sont fabriquées en Chine, ça part pour aider aussi les Polonais qui fabriquent les batteries au charbon. Donc cet argent public, on arrête d'aider les autres à devenir les champions et on l'utilise pour nous, pour réindustrialiser. Et pour réindustrialiser sur ce marché de l'électrique ? Oui, on peut faire des choses. Moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, la solution de futur, la voiture électrique qui est pertinente, c'est une petite voiture qui a une batterie qui n'embarque pas de métaux rares comme le cobalt. On a une entreprise qui s'appelle, d'ailleurs j'ai plus le nom, qui fait des batteries au sodium-ion, Tiamat. Et donc ça, c'est sans doute le futur. Et on fabrique ces petites voitures en France. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On met un bonus sur le poids pour encourager les petites voitures. Et pour éviter qu'elles soient made in China, on met une condition sur la fabrication de la batterie pour s'assurer qu'elle est fabriquée sans énergie fossile. Et il se trouve qu'en France, on est un des pays qui a l'électricité la plus décarbonée au monde. Donc, arrêtons de nous cacher et utilisons cet atout. Comment explique-t-on que la voiture électrique est moins chère que la voiture thermique en Chine, alors qu'en Europe, c'est l'inverse ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Europe, on fait des gros tanks électriques avec des grosses batteries. Et en Chine, on fait des petites voitures électriques avec des petites batteries qui coûtent moins cher. Et donc, les Chinois ont créé des voitures pour que tout le monde en ait. Les Européens ont créé des voitures pour que 1% de la population en ait. Et donc, malheureusement, quand les voitures chinoises vont arriver, les autres 99% risquent d'être intéressés. Il faut dire que les expériences de voitures électriques, pour l'instant, que l'on voit en Europe, en tout cas, certains journalistes du Figaro s'y sont essayés, et c'est pas très probant. C'est pas très probant parce que c'est pas essayé dans les conditions de pertinence de la voiture électrique. La voiture électrique, elle est pertinente dans certains cas. Par exemple, on parle toujours de la voiture électrique qui est géniale en ville. Et ça, c'est la plus grande fake news du siècle. La voiture électrique, elle est pertinente à la campagne pour les gilets jaunes. Elle est pertinente pour les gens qui ne peuvent pas se passer de voiture. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de transport en commun, qui ne peuvent pas y aller en vélo. Et pour les gens qui n'ont pas de moyens. Parce qu'en fait, elle va être moins chère, cette voiture électrique. La voiture électrique d'occasion, une Zoé d'occasion, ça va coûter 100 € par mois. Si vous roulez 30 km par jour, c'est moins cher que votre plein de carburant. Et donc, on n'a pas voulu fabriquer cette voiture-là. Donc, quand effectivement, on fait un essai pour faire un permis à Marseille, c'est l'enfer, il n'y a pas de borne de recharge. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour les trajets du quotidien. Et si dès aujourd'hui, on décidait de décarboner la mobilité du quotidien, c'est 80% de la mobilité. On réduit nos émissions de CO2 de 80% en 2030 au lieu de viser 100% en 2050. Mais il y a quand même besoin, et il y a en tout cas un marché pour qu'il y ait des voitures de longue distance. Il y a des voitures, mais si vous voulez, les ménages français, ils se découpent en 3 morceaux. 50%, ils ont une seule voiture. Et donc, eux, la voiture, elle doit faire tout. 35%, ils ont 2 voitures. Et 5% et plus, ils ont 3 voitures. 5%, ils ont 3 voitures et plus. Exactement. En fait, quand vous avez une seule voiture, la voiture, elle n'est pas adaptée à la longue distance. Je vous prends un exemple. Vous avez des enfants en bas âge. Vous faites un trajet de 5 heures. Vous rentrez le week-end de l'Ascension. Mais vous allez mettre 10 heures, vous allez mettre 15 heures pour rentrer chez vous avec vos enfants en bas âge. Le lendemain matin, la voiture est sur le bon coin. Donc aujourd'hui, qui roule en voiture électrique ? Ce sont des retraités. Qui achètent des voitures neuves ? Ce sont aussi des retraités, 55 ans. Et donc, ils ont le temps de traverser la France en 2 jours. Mais ce n'est pas le cas d'une famille avec des enfants en bas âge. Donc, la voiture électrique, une fois de plus, les trajets du quotidien pour que ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture, et ceux qui habitent en ville et qui peuvent faire autre chose qu'en voiture, ils peuvent y aller. Moi, je suis venu chez vous en vélo électrique, ça fonctionne très bien. On explique que Stellantis et Renault, avec la Zoé, ont rapidement pris le virage électrique et ils ne semblent pas, pour l'instant, largués dans la course. Alors,
c'est là où j'ai du mal à entendre votre inquiétude, celle que vous formuliez au début de l'émission, d'autant qu'on vient d'ouvrir une Gigafactory à Douvrin et que la ACC, qui est l'Automotive Sales Company, qui est fruit d'un coactionnariat entre Total, Stellantis et Mercedes, tape sur une part de marché en Europe de 15 à 20%. Il y a aussi de quoi se réjouir, non ? Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur les téléphones portables. Vous avez des gens comme Alcatel, par exemple, Champion, Nokia. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là, aujourd'hui ? Ils existent encore ? Tous les téléphones sont fabriqués en Chine. Alcatel avait théorisé la fin des usines aussi. Faut quand même dire. Oui, ils avaient un petit peu aidé avec M. Tchuruk. Mais aujourd'hui, l'iPhone, c'est quoi ? Design in the USA, made in China. C'est quoi la différence avec une Tesla ? C'est pareil. Donc, si vous voulez, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est que Tesla, Elon Musk, a construit un certain nombre d'usines. Une usine aux États-Unis, une deuxième aux États-Unis, une à Berlin, Gigafactory, et une en Chine avec 1 million de voitures. Sauf que la demande commence à diminuer en Chine, ils sont en surcapacité, comme tous les constructeurs qui essaient d'être numéro 1, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont cassé leur prix. Parce que c'est le constructeur qui a le plus de marge. Ils ont les voitures les plus premium, meilleure qualité-prix. Ils ont engrangé une guerre des prix. Je peux vous assurer qu'il y aura de la casse très prochainement, y compris chez Renault, y compris chez Stellantis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les constructeurs ? Les gens qui ont acheté une voiture chez Renault, Stellantis, ils annulent leurs commandes pour acheter une Tesla. Parliez justement des voitures allemandes, des grosses allemandes qui sont un petit peu élargies, des tanks avec des batteries électriques. Est-ce que la menace, elle ne vient pas plutôt de là parce que la Chine est certes un grand vendeur, mais c'est le deuxième vendeur de voitures électriques en Europe, après l'Allemagne. Donc, est-ce que après l'Allemagne, pour l'instant. Mais en 2025, vous me réinvitez, et je pense qu'ils seront devant. Avec plaisir. Peut-être pour vous démentir. L'Arabie Saoudite a décidé de réduire sa production pétrolière. C'est le genre de tendance qui favorise la voiture électrique, ça ? Alors là, c'est plus conjoncturel qu'autre chose. C'est-à-dire que les prix du pétrole, c'est l'évolution de l'offre et de la demande dynamique. Donc si l'offre diminue plus vite que la demande, les prix vont monter. Si la demande diminue plus vite que l'offre, les prix vont baisser. Et aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, d'augmentation des taux et de récession mondiale, je pense que l'impact risque d'être limité de toute façon. Et d'ailleurs, on le voit, puisque les prix du pétrole ont très peu augmenté suite à cette annonce. En tous les cas, on en parle ici parce que pour le consommateur français, ces baisses des prix du pétrole, elles ne sont pas très visibles jusqu'à présent. Alors, vous vantez les mérites de la voiture électrique, mais vous voyez, Nicole, qui a des petits-enfants... Dans certains cas. nous dit, pas question de mettre 2 jours pour aller chez mes enfants. Donc, il y a quand même encore un public qui veut avoir à faire... Ça dépend. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous êtes à 200, 300 km, vous pouvez faire la distance. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas sur la voiture électrique, c'est que, par exemple, si vous prenez une Tesla, l'autonomie, c'est 500 km. Mais c'est 500 km en ville. En fait, sur autoroute, c'est 300. Donc, forcément, vous pouvez espérer faire un trajet. S'il n'y a que 300, 250 km, peut-être pour aller à Deauville, quand on est à Paris. Mais le problème, c'est qu'après, il faut réfléchir à où est-ce que je vais me charger, est-ce que ça va fonctionner. Donc, c'est beaucoup de charge mentale en plus. Ouais. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand on peut se débarrasser de charge mentale, parfois, on le fait. Certes, mais ce que vous êtes en train de me dire, on tourne autour de cette idée, mais le véhicule électrique tuera... ce qui s'est fait quand même beaucoup jusqu'à présent, depuis l'avènement de la voiture, c'est quand même cette possibilité d'avoir la liberté de faire des longs trajets en voiture. Pour ceux qui veulent rouler en voiture électrique. Mais ce qui va se passer en 2035, quand on ne pourra plus acheter de voitures électriques, c'est que les voitures d'occasion... Des voitures thermiques. On ne pourra plus acheter des voitures thermiques neuves. Les voitures thermiques d'occasion, elles vont prendre de la valeur. On pourra continuer à rouler en voiture thermique, il n'y aura pas de problème. Ce sera plus cher. Ce sera plus cher peut-être de l'acheter. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il faut voir quand même qu'au niveau européen, ils ont découvert il y a 1 an, il me semble, la von der Leyen, dans son discours de l'Union, que dans les voitures électriques, il y avait des batteries et que dans les batteries, il fallait des métaux. Donc elle s'est dit, on va regarder si on a des métaux. Non, on ne les a pas. Peut-être qu'on va faire des stocks stratégiques. On peut les faire, mais de toute façon, ils vont être raffinés en Chine. Donc, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Et puis là, l'hiver dernier, ils se sont dit, tiens, pour la voiture électrique, il faut de l'électricité. Donc si vous voulez, en Europe, sur l'électricité, nous on avait alerté avec France Stratégie en janvier 2021. Attention, tous les pays européens
ferment des centrales chacun dans leur coin, on va avoir un problème, d'électricité. Le jour où quand vous allez faire votre plein de voitures électriques qui coûte plus cher, et c'est presque déjà le cas sur autoroute que le plein d'essence, je ne suis pas sûr que ça vous incite à acheter une voiture électrique. Oui. Vous affirmiez vous-même que l'Europe, très protectionniste sur le secteur de la voiture thermique, avait des normes sur la sécurité et l'environnement que les voitures chinoises ne respectaient pas. D'où le fait qu'on n'en voit pas dans Paris. Alors pourquoi cela changerait aujourd'hui avec la voiture électrique? Est-ce que vous êtes serein sur cette question ou Mais elles sont déjà là, les voitures. Elles sont déjà là. Alors, le plus grand constructeur... à propos des Tesla. Les Tesla, mais vous avez BYD là, qui est en train de se lancer, donc c'est Build Your Dream, c'est le plus grand fabricant de voitures au monde. Alors NIO, ils sont intéressants, mais ils font des volumes encore un peu limités, mais BYD, ils arrivent avec des voitures, avec un partenaire qui va mettre en place des showrooms, je crois que vous en avez déjà 2 dans Paris, et je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'aller en octobre dernier au Salon mondial de l'automobile à Paris. Mais en fait, c'était le mondial automobile de Shanghai. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des voitures chinoises. Il y avait d'ailleurs beaucoup de constructeurs, à part Renault et Peugeot, n'étaient plus là. Et moi, j'ai pu aller regarder sur le stand de BYD. Ces voitures sont d'un niveau de qualité vraiment très important. Et avec le prix auquel elles arrivent, ça risque de faire vraiment un ravage. Vous le disiez tout à l'heure, le raffinage des batteries, il est fait essentiellement en Chine, à 80% d'ailleurs. Pour le cobalt, oui. Pour le cobalt. Le pays détient donc la moitié des mines en République démocratique du Congo. S'il y a des contraintes d'approvisionnement, on est mal. Alors, on va faire des bonnes nouvelles de temps en temps, parce que c'est important. Vous n'avez pas fait beaucoup depuis le début de l'interview. Donc voilà, c'est le temps d'y arriver. Alors oui, sur la batterie, on avait un petit problème, puisque cette batterie, pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'énergie et faire des longues distances, justement, qui ne sont pas pertinentes, on a mis notamment du cobalt dedans et du nickel. Bon, ces matériaux, on n'a pas le contrôle dessus, vous l'avez rappelé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une batterie qui n'a pas de cobalt et qui n'a pas de nickel. Alors, on a commencé à le faire avec ce qu'on appelle les batteries lithium fer phosphate, notamment c'est ce qui équipe les dernières Tesla. Donc, on s'est débarrassé de ces 2 métaux, c'est une première étape, mais il y a toujours du lithium. Et le lithium, le prix du lithium il y a 2 ans, il a été multiplié par 10. Et donc le prix de toutes les voitures électriques a augmenté de 20 à 30% d'ailleurs, et c'est pour ça que les constructeurs se portaient assez bien jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, on a cette technologie, je vous ai parlé du sodium-ion, mais elle va être lancée par BYD, par les Chinois, et si on arrive à se débarrasser du lithium dans les batteries, on fait sauter cette contrainte métallique. Donc ça, ce serait plutôt une excellente nouvelle. Est-ce que la France, quand même, n'a pas de pétrole, mais elle a des idées, elle a des ingénieurs, elle a une recherche et développement, elle a quand même des structures performantes qui produisent en tout cas des cerveaux performants. Est-ce qu'il y a, en tous les cas, en France, des personnes qui peuvent, en tout cas dans la recherche, arriver à trouver des solutions qui permettraient de trouver des batteries qui nous permettrait d'aller vers la souveraineté en matière de batteries, de production de batteries? C'est l'entreprise que je citais tout à l'heure, Tiamat, qui a repris une technologie du CEA et donc qui est en train de la industrialiser avec un partenaire chinois. Donc oui, on a ces technologies, mais qu'est-ce qui nous manque en France? Ce qui nous manque, c'est des gens qui prennent des décisions courageuses, comme M. Biden, par exemple, qui a dit moi, c'est facile, je donne de l'argent au Made in USA. L'Europe, si vous voulez, a toujours été un peu le dindon de la farce de la mondialisation. D'ailleurs, c'est elle qui était à son origine, qui voulait systématiquement baisser les barrières. Mais finalement, à baisser les barrières, tout part chez les autres. Et un pays sans usine, malheureusement, c'est un pays sans pollution. Alors ça, les écolos sont très contents, mais c'est aussi un pays sans emploi.